Certains parlent de déferlante ou de vague, d'autres vont jusqu'à parler de tsunami. Non, nous ne parlerons pas de surf ni de plage dans ce podcast, mais bien d'IoT. En 2010, il y avait 8 milliards de téléphones pour moins de 1 milliard d'appareils connectés. En 2020, il y avait 10 milliards de chaque. En 2025, il devrait y avoir 30 milliards d'appareils pour 10,5 milliards de téléphones. Oui, c'est bien un tsunami qui se prépare, car chaque appareil connecté, c'est bien sûr un flot de données qui ne s'arrête jamais. Mais alors, comment pourrons-nous absorber ce raz-de-marée de data? Comment faire quand il n'y a aucun standard de format donné? Et surtout, mon grippin aura-t-il la même bande passante que mon pacemaker? Pour répondre à ces questions de connexion, je ne reçois pas Al, mais il s'y connaît en mainframe. Adrien, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Adrien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors je m'appelle Adrien Marais. J'ai commencé le dev en 2012 après le lycée à Epitech. J'ai fait 2 ans à Epitech. Et ensuite, je suis parti d'Epitech après avoir fait les 2 années très techniques et les piscines d'Epitech. Je suis allé dans une autre école un peu plus généraliste qui s'appelle l'EPSI, qui proposait de l'alternance à l'époque. Et donc là, j'ai pu prendre un peu plus de hauteur et voilà, faire aussi une alternance. Et ensuite, j'ai beaucoup changé de boîte. Quand j'étais en alternance, je changeais chaque année. Et finalement, là, je me suis posé, entre guillemets, chez Keusel depuis 4 ans. Donc chez Keusel, on a une passion pour le code, hein. On aime écrire du code bien écrit, on fait des tests unitaires, des tests fonctionnels, on a des linters, on a des CI de partout. Donc c'est ça que j'ai aimé, c'est la qualité du code. Je pense que c'est une raison qui m'a fait rester. Une autre raison qui m'a fait rester, c'est le côté très technique. En fait, chez Keusel, on développe des produits pour les devs. On développe donc une plateforme IoT, elle est axée pour des personas plus innovation, mais aussi pour des développeurs qui vont la manipuler au travers d'un framework, qui est le framework exposé par le backend Keusel. Donc c'est un peu, pour moi, la quintessence du dev, c'est de créer des produits pour les devs. D'habitude, quand on est dev, en fait, on travaille pour un autre métier. On travaille pour des comptables, on travaille pour des agences immobilières. Donc on ne sait pas ce qu'ils veulent, ces autres métiers. Alors que quand on est dev, qu'on travaille pour des devs, bah, en fait, on a cette connaissance de quoi auraient besoin les devs, parce que c'est nous les devs. Donc je trouve ça assez génial de pouvoir bosser dans une boîte comme ça et d'avoir cet environnement très technique autour du back-end. Est-ce qu'en même temps, c'est pas une pression supplémentaire de travailler pour des devs, tu vois, parce qu'on a quand même certaines exigences sur ton API, elle fonctionne pas comme il faut, il n'y a pas ça, tu vois, il manque toujours des trucs. En fait, le problème quand tu es dev, c'est que des idées, on en a plein, des trucs d'intégration, on va en faire plein. Et du coup, il n'y a jamais ce qu'il faut, il n'y a jamais suffisamment. Donc, est-ce que c'est pas se mettre une pression supplémentaire de travailler pour des devs? Clairement, si, parce qu'en plus, les devs sont très très durs avec les autres devs. Oui. L'API, elle est jamais bien faite. Les types TypeScript ne sont pas correctement écrits. Enfin, il y a toujours un problème. Là, il y a un bug, c'est insurmontable. Donc, oui, ça met une pression supplémentaire, mais c'est aussi un plaisir parce que le moment où il y a un bug qui est relevé par un autre dev, et ben, le plaisir de pouvoir le débloquer, ça fait quelque chose parce qu'on sait ce que c'est d'être bloqué par un bug et le pouvoir lui dire bah regarde, là je t'ai fait une meilleure API, je t'ai exposé une interface, je t'ai fait quelque chose, et de voir que les personnes sont contentes d'utiliser ce qu'on fait, je pense que ça contrebalance la pression qu'on peut avoir de développer un produit pour les développeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi tu parles de rapport de bug, est-ce qu'il n'y a pas aussi un plaisir parce qu'en fait le dev consommateur qui te fait un rapport d'erreur, son rapport est un peu plus complet, un peu plus construit, un peu alors, plus... ça dépend. Ouais. Des fois, c'est juste, ça marche pas. Okay. Donc, en général, on demande, oui, mais qu'est-ce qui ne marche pas exactement? Et en fait, alors, des fois, on a des rapports d'erreurs très détaillés avec la stack trace complète, l'environnement, etc., comme ce qu'on peut avoir sur les projets GitHub connus, je sais pas, des frameworks comme Fastify, etc. Mais souvent, on a quand même besoin d'aller chercher l'information, et même si en face, on a des devs, on a besoin d'aller chercher l'information, mais au moins, vu qu'on a des devs, ils comprennent de ce dont on a besoin. Ah, tu peux mettre un debug ici, est-ce que tu peux envoyer une stack trace? Ils savent que c'est une stack trace, donc c'est plus simple quand même que de demander à un client d'ouvrir la console Chrome et de renvoyer une stack trace, quoi. Ouais, je vois. Alors, on a déjà commencé à dévier en termes de sujet de conversation. Est-ce que du coup, avant de repartir sur le sujet de l'IoT, tu peux nous faire un petit historique de Keusel un petit peu?
Alors Cuzzle, moi je suis arrivé en 2018, la boîte existe depuis 2016. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Calliope, et ça a été une spin-off pour construire un back-end pour éviter de réinventer la roue à chaque fois, parce que les projets du groupe Calliope, on avait toujours besoin d'un back-end. Et donc ils se sont rassemblés et ils se sont dit, bon bah qu'est-ce qu'on a besoin dans un back-end? On va le faire une bonne fois pour toutes, comme ça on n'aura plus besoin de le refaire. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une couche de stockage et de requêtes, un système de droit, on a besoin d'API pour pouvoir interagir avec ce back-end, et on a besoin d'un mode cluster pour pouvoir avoir de la scalabilité sur des gros projets à forte volumétrie, et finalement on a besoin d'un système d'extension de ce back-end via un framework pour que les devs puissent ajouter leur propre logique métier. Donc ça a été la première version. Ils ont mis à peu près 1 an et demi, 2 ans à sortir une première version. Et depuis, on a continué à bosser autour de ce back-end. On a sorti des SDK, on a sorti une console d'administration. Et là, ça fait à peu près 4 ans, quand je suis arrivé, en fait, qu'on s'est tourné vers l'IoT, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un domaine où il y avait un gros besoin de back-end, et de back-end simple pour poser de la donnée dedans et de la restituer à d'autres endroits avec une couche de sécurité et des API, et bien sûr de la scalabilité. Donc on s'est un peu engouffré dans la brèche. Comme on dit, on cherchait un peu, on a pivoté depuis le back-end générique, le back-end mobile, vers vraiment le back-end IoT, qui est devenu maintenant, depuis 2 ans, une plateforme IoT à part entière qu'on développe en parallèle de notre back-end. Ok. Oui, tu dis de 1 an et demi pour sortir une V1, parce que déjà ce que tu décrivais, ça paraît quand même déjà fat comme environnement dans tout ce que tu as dit. Est-ce que c'est un projet gargantuesque au final, dès le début? C'est une espèce de pieuvre à je sais pas combien de pattes? Alors, c'est un projet gargantuesque. Par contre, c'est pas une pieuvre, c'est pas du spaghetti. Ça a été très bien designé au départ. Les personnes qui l'ont fait, franchement, c'était des très bons développeurs. Et donc, c'est pour ça que quand je suis arrivé chez Cuzzle, j'ai eu ce plaisir de regarder le code. C'est rare d'arriver dans une boîte et de dire « Oh, le code est magnifique ». Ouais. Et là, quand je suis arrivé, c'est ça mon impression, quoi. Donc, j'étais vraiment ravi. C'était un très gros projet parce que, en fait, c'est pas facile de faire un back-end. Ce qu'il faut se dire, c'est que les fonctionnalités, c'est plus ou moins un Firebase. Moi, j'ai oublié de parler d'une fonctionnalité phare, c'est le moteur de temps réel, bien sûr, qu'on a dans le back-end. Et en fait, ça demande énormément de travail, énormément de lignes de code, énormément de tests. Et puis, il y a tout un écosystème autour avec des SDK dans plusieurs langages. Donc voilà, en JavaScript, en C#, en Python, en Go. On a une console d'administration en Vue.js. Il y a tout un écosystème de plugins, une interface en ligne de commande. Donc, créer tout ça, développer tout ça, ça prend du temps. Ça demande d'être bien drivé, mais ça a bien été drivé. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ton podcast, tu vois, tout est automatisé. Ouais. Et on arrive à maintenir tout ça avec une équipe qui n'est pas énorme. Aujourd'hui, on est 7 personnes en CDI sur l'équipe tech. Et on arrive à maintenir tous ces projets parce qu'on a un niveau d'automatisation et de qualité de code qui est assez élevé. Ok, canon. Alors du coup, vous êtes engouffré sur cette brèche de l'IoT. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'IoT en termes de back-end qui a fait que Cuzzle répondait à cette spécificité? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans l'IoT, c'est un milieu qui est encore à ses débuts. Donc là, on commence à avoir un peu plus de maturité sur des vrais use cases industriels qui fonctionnent, qui apportent de la valeur. Mais c'est quand même, on n'est pas du tout quelque chose d'aussi mature que le back-end pour du mobile, par exemple. Donc au début, les use cases, c'était très simple. En fait, on a des données qui remontent via HTTP ou MQTT ou n'importe quel protocole propriétaire, et on veut juste pouvoir les stocker dans un back-end, y accéder de manière sécurisée et faire des recherches dedans pour les exploiter dans des tableaux, dans des rapports, dans n'importe quel type d'interface. Et en fait, le back-end Cuzzle répondait exactement à ça, c'est-à-dire qu'on pouvait juste poser le back-end et on avait déjà toutes les API pour ingérer les données, pour faire la recherche, pour ajouter la couche de sécurité, pour avoir d'autres systèmes qui se connectaient dessus en temps réel. Donc c'est ça au début qui nous a permis de percer, entre guillemets. Et après, voilà, forcément, on a ajouté des couches de complexité. Aujourd'hui, on est sur une application qui est beaucoup plus complexe, qui fait beaucoup plus de choses. Mais au début, c'était vraiment juste comme un data lake où on a envie de mettre ses données dedans. Alors, ce qui m'étonne un peu, c'est que du coup, Cuzzle, vous êtes un framework back-end. Donc, on parle quand même d'une interface, je grossilterai, d'une interface pour consommer de la data. Là, au final, tout ce que tu décris, les data lakes et compagnie, on parle plutôt d'une problématique de stockage et d'analyse. En quoi est-ce que Cuzzle permettait, parce que tu vois, je me dis, le stockage, on va plutôt parler de techno, de stockage type élastique ou ce genre de choses. La partie analyse, oui, je peux voir comment est-ce qu'un framework peut le utiliser, mais comment est-ce que Cuzzle a su en fait répondre à ces problématiques-là? Tu vois, est-ce que je suis complètement à l'ouest en termes de sujets ou En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un back-end, c'est une brique technique. C'est un peu comme si on mettait une couche d'authentification, je grossis le trait aussi, comme si on mettait une couche d'authentification, un moteur de temps réel devant Elasticsearch, en gros. Et donc ça permet du coup de stocker des données et de les retrouver. Sauf qu'en fait, ça, c'est jamais suffisant.
on a toujours besoin d'ajouter un peu de logique métier, des règles métiers qui vont déclencher des alertes, une authentification en SAML au lieu de juste username password. Enfin, il y a toujours des choses en plus. Et du coup, ça, on a besoin d'un framework de développement pour les intégrer au sein du back-end, au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme IoT. D'autres types de logique métier seront sur des systèmes externes, mais la logique métier qui va traiter la donnée IoT, on a besoin qu'elle soit dans la plateforme pour limiter, par exemple, les appels réseau, parce que ça sert à rien, par exemple, d'envoyer toute la donnée brute depuis la plateforme jusqu'à des systèmes métiers un peu plus traditionnels, relationnels. Il faut mieux la traiter dans la plateforme et ensuite redéverser de la donnée enrichie, par exemple une alerte qui a du sens, ou des données calculées dans les systèmes tiers. Ok, je vois. Donc, en fait, il y a une logique de se dire qu'on traite l'information quand elle arrive et non pas on stocke l'information telle qu'elle et après on voit ce qu'on en fait. C'est ça un peu l'idée? C'est ça. En fait, on va avoir un côté traitement de l'information en temps réel, enrichissement de l'information. Ce qu'on a toujours, c'est dans l'espèce de pipeline d'ingestion de données IoT, on a des étapes en amont qui vont permettre d'enrichir la donnée IoT. Par exemple, si vous avez la pression et la température d'un conteneur à gaz, vous pouvez calculer le nombre de moles qu'il y a dedans, et le poids, et donc la quantité de gaz en fait qu'on a à l'intérieur de ce conteneur. Et donc ça va être une information enrichie qui va être intéressante. Le capteur, lui, il peut pas connaître la contenance. Mais une fois qu'on va l'enrichir, nous, on a la contenance, et cette contenance, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, pour déclencher des règles métiers à la fin du pipeline, pour des alertes de fuite, pour ce genre de règles. Ok. Et donc ça se fait au travers d'un langage propriétaire. C'est une espèce de programmation visuelle. Ou c'est se fait en langage Alors, en fait, aujourd'hui, dans les plateformes IoT, on n'est pas seul, bien sûr, sur le marché. Hein. Il y a pas mal de concurrents qui émergent. En fait, on a un espèce de spectre. Donc, à gauche du spectre, on a les plateformes IoT un peu clicodrome qui permettent, quand on les déploie, de faire plein de choses, avoir des dashboards, gestion des capteurs, gestion des équipements, tout un tas de choses. Mais ces plateformes, elles vont très vite être limitées, parce que si on veut les intégrer avec une source externe, c'est compliqué. Si on veut faire une règle métier un peu compliqué, c'est pareil, qui n'a pas été prévu dans la plateforme, ce sera difficile de le faire. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a beaucoup de plateformes comme ça, donc des concurrents comme ThingsBoard, par exemple, qui font aussi de l'open source. Et ensuite, à droite du spectre, on a le full custom, c'est-à-dire qu'on prend son framework Fastify, Express, Django, Rails, ce qu'on veut, et on fait la plateforme de zéro. Et en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se placer en fait au milieu du spectre, c'est-à-dire de proposer des fonctionnalités clés en main qui sont nécessaires pour créer une application IoT, donc la gestion des données, gestion des capteurs, des équipements, ce genre de choses. Et ensuite, pour tout ce qui va être la logique métier vraiment spécifique à l'application, qui, elle, est toujours très spécifique, en fait, il n'y a pas besoin de DSL propriétaire, il n'y a pas besoin de langage propriétaire. Le meilleur moyen de faire de la logique métier spécifique, c'est du code. C'est ça qu'on fait, nous. Tous les jours, on est là en train d'écrire du code, du JavaScript, du Python, du Ruby, du C++, qu'on veut, pour répondre à des besoins métiers spécifiques. Et il n'y a pas mieux. Donc c'est pour ça qu'on a cette approche ambivalente entre le no-code, ce qu'on appelle no-code, donc toutes les interfaces qu'on manipule au clic, quoi, et ce côté low-code, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Donc le framework de développement expose des classes, des services, des contrôleurs, des modèles, des moyens d'interagir avec la plateforme pour venir accrocher la logique métier spécifique de la plateforme. Donc c'est vraiment un framework de développement. Il faut penser ça comme un Express, en fait. On s'est inspiré du fonctionnement d'Express. Il y a des contrôleurs, des services, il y a des middleware, il y a tout ce qu'on a d'habitude, plus les objets IoT de la plateforme qu'on manipule. Et ça nous permet de construire des applications qui répondent exactement aux besoins du client. Ouais. Donc c'est effectivement vraiment une approche un outil de dev pour les devs, quoi. C'est vraiment. C'est notre ADN, en fait. On a commencé à faire des frameworks, donc ce back-end, et puis des SDK. On fait des outils pour les devs. Donc on est très bon là-dedans. Et quand on est arrivé sur ce monde de la plateforme IoT, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi, pour les devs, on sait très bien faire. On s'est rendu compte qu'il fallait aussi faire pour les non-devs. Donc c'est pour ça qu'on a développé cette plateforme IoT avec ses interfaces, etc., ses API un peu plus simples. Mais on a toujours quand même gardé les devs, c'est un peu nos chouchous, quoi. Et c'est pour ça qu'on essaye de leur donner les outils nécessaires pour qu'eux puissent faire ce qu'ils veulent, en fait, parce que c'est ça qui est important. Quand tu parles de ces sujets d'enrichissement de données, moi je pense notamment à cette partie plus de structuration de l'information. C'est une espèce d'image qu'il y a, c'est dans le monde de l'IoT, chaque capteur, chaque marque, chaque fabricant a un peu son protocole, sa norme, son truc. Est-ce qu'il y a quand même une tendance à s'unifier tout ça, ou est-ce que c'est encore la jungle? Pour être honnête, c'est encore la jungle. En fait, chaque fabricant fait ses capteurs. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les fabricants de capteurs, souvent, eux, leur métier, c'est le hardware. Donc, ils sont bons là-dedans. Ils font des super trucs en hardware, des optimisations aux petits oignons, des drivers en C.
Mais par contre, sur la partie software, la partie SaaS, là, souvent, c'est là qu'ils ont moins de compétences. Et du coup, au travers des API qu'ils exposent, la donnée, elle est souvent très compliquée à comprendre, très compliquée à exploiter. Par exemple, ils vont envoyer directement la lecture depuis une pin d'un microcontrôleur ou d'un Raspberry Pi. Donc, c'est assez compliqué. On a des formats de données très hétéroclites. Aujourd'hui, il y a quand même une couche un peu de standardisation, alors plutôt normalisation, qui existe au travers des plateformes réseau. C'est-à-dire que on n'a pas trop parlé de comment ça fonctionne, mais en gros, les capteurs aujourd'hui, il y a des capteurs qui sont en 4G, donc sur des réseaux IP directement, mais la plupart des capteurs sont sur des réseaux IoT basse fréquence, comme LoRa, Sigfox, qui sont des réseaux en fait qui permettent de consommer moins d'énergie, et on peut envoyer des très petits payloads, donc quelques kilooctets, c'est tout. Et en fait, du coup, il faut forcément une gateway entre le monde du réseau basse fréquence, LoRa, Sigfox, etc., et le monde du réseau IP. Et cette gateway, alors pour l'instant, c'est historiquement des opérateurs télécoms, donc par exemple Orange a la sienne, on a Objet News qui d'ailleurs, il me semble, vont fermer. Et en fait, au travers de ces gateways, on a un format à peu près plus ou moins standard, parce que chaque fabricant de capteurs va pouvoir entre guillemets standardiser son payload brut pour qu'à la fin on récupère toujours je sais pas, une position GPS avec un objet avec latitude et longitude, que la température soit toujours en degrés Celsius. Donc il y a un petit effort là-dessus, mais ça reste quand même relativement la jungle, pour être honnête. Donc il y a quand même un travail d'analyse à faire quasiment sur chaque information qui arrive. C'est ça, pour reprendre un peu le podcast de Yanis, donc je parodie un peu, mais le plus important, c'est la donnée, et c'est de nettoyer et structurer cette donnée. Donc en fait, en entrée de toute plateforme IoT, on va avoir une espèce d'ETL spécialisé qui va servir, lui, à normaliser la donnée dans un format qui va être ensuite exploitable par la plateforme. Donc c'est ce qu'on a, nous, en entrée de notre plateforme, avec un système de décodeur. Donc on va pouvoir recevoir le payload au format JSON ou autre, d'ailleurs, et extraire la température, la position GPS, le niveau de batterie, la pression, l'humidité, etc. Et stocker ça dans un format de mesure standardisé dans des time series. Et à quel point est-ce que pour le dev qui fait de l'IoT, pardon, à quel point il faut surveiller le formatage des informations, c'est-à-dire, est-ce que si je mets à jour mes capteurs, est-ce que j'ai un risque que mon schéma de données change quand je vais changer, même si je prends un nouveau modèle d'un même constructeur, est-ce que j'ai un risque, tu vois, que les données changent? À quel point il faut que je sois vigilant sur les données qui arrivent sur mon back-end? Tout le temps. En fait, si on prend un capteur, le même capteur, on peut le configurer de plusieurs façons, et ça va parfois changer le format de données qui arrive. Donc en fait, c'est un boulot de tous les jours. Donc pour intégrer des nouveaux capteurs, pour intégrer des nouveaux modèles, pour intégrer des nouvelles configurations des modèles qu'on a déjà, en fait, il faut qu'on soit capable de tout le temps recevoir les données brutes et de les stocker pour les analyser plus tard. Donc c'est ce qui se fait dans les plateformes comme la nôtre, c'est qu'en fait, on va stocker tout le temps les données brutes, et on va aussi stocker si on a réussi à les décoder correctement ou pas. Et comme ça, après, de temps en temps, on fait un sprint où on va se dire, on prend toutes les trames qui ne sont pas passées, et on regarde pourquoi. Est-ce que c'est un bug? Est-ce qu'il y a une donnée qu'on a mal exploitée? Donc c'est un peu le nerf de la guerre. C'est une grosse étape, en tout cas pour l'instant. Cette partie normalisation de la donnée, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Et donc du coup, on a une capacité avec Zol de retravailler une donnée historique pour la repasser dans une moulinette s'il faut. C'est ça. C'est souvent ce qui se passe, c'est qu'au début, on reçoit des données et on se dit, on a un capteur de température et de position, et on veut que la position. Sauf que les besoins changent, et on se dit, mais en fait, peut-être que la température, ça nous intéresse aussi. Par exemple, pour faire de la data science. On en reviendra peut-être plus tard. Et du coup, ça peut être intéressant justement de venir rejouer toutes les trames qu'on a reçues pour aussi décoder cette mesure de température qu'on n'avait pas pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, de toute manière, en IoT, on va toujours chercher à stocker le maximum de données possible, parce qu'on ne sait pas quels vont être les usages de demain, et on ne sait pas de quoi on va avoir besoin demain. Donc, c'est très important toujours de stocker les données, même brutes, pour pouvoir les réexploiter plus tard. Ouais. Et alors, du coup, sur ces données brutes, il y a aussi c'est un truc qu'on entend souvent, effectivement, chez les devs, de se dire on va stocker l'info, et puis un jour, ça nous servira peut-être. L'histoire tend à prouver qu'en général, on la stocke, mais on l'utilise jamais. Dans une période RGPD, c'est compliqué de stocker trop d'informations aujourd'hui. Dans une période aussi où il y a toutes ces problématiques d'éco-conception et de normalisation et de sobriété, on tend au contraire maintenant à se dire il faut peut-être faire moins et faire juste ce dont on a besoin. Est-ce que du coup l'IoT prend aussi ce chemin-là en essayant de
d'avoir moins d'informations qui partent dans tous les sens et qu'on stocke de tous les côtés, où on est encore tellement sur les prémices de quelque chose, tout ça, la poussière n'est pas encore retombée, quoi. Je pense que au niveau de la sobriété, je pense que en fait, l'espace Dix, ça coûte pas grand-chose, hein. Honnêtement, si on stocke les données sans les indexer, ça représente rien, quasiment. Et par contre, le gain dans le futur, lui, peut être énorme. Parce que si on a gardé 2 ans d'historique de données brutes et qu'on engage un nouveau data scientist, par exemple, et qu'il arrive avec une méthode et il nous dit « Mais regardez, moi, je vais faire une matrice de propriété booléenne et je vais vous trouver les corrélations. » Et en fait, on va retravailler les données et on va voir qu'en fait, on pensait que la température, ça ne nous intéressait pas. Et lui, il va faire « Mais regardez, là, j'ai une donnée booléenne. À chaque fois que la température est supérieure à 23 degrés, je ne sais pas pourquoi, entre 23 et 25, eh ben, j'ai 30% de risque en plus d'un dysfonctionnement de mon capteur ou des choses comme ça. » Donc, cette donnée, en fait, c'est de l'or. D'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, ce qu'on dit souvent, c'est que l'or noir du XXIe siècle, c'est la data, hein. Et donc, au niveau de la sobriété, je pense qu'on a plus à gagner en termes d'optimisation de l'industrie, parce qu'au final, toutes ces données, elles vont servir à optimiser des choses, hein, optimiser l'utilisation des matériels sur les chantiers, optimiser le remplissage de groupes électrogènes à hydrogène. Il y a plein de cas d'usage qui, eux, permettent après, derrière, de faire des vrais gains sur les émissions de CO2, par exemple. Ok. Donc la logique, c'est de dire que ces outils-là permettent de faire des économies ailleurs, c'est ça? C'est ça. Je pense que les économies qu'on peut faire, par exemple, sur du matériel de chantier dont on n'a pas besoin, qu'on renvoie, ou essayer de mutualiser le rechargement de groupes électrogènes à hydrogène, il y a plein de cas d'usage comme ça, permettent de gagner beaucoup plus de CO2 plutôt que de se dire, bon, au lieu de stocker 1 Tera de données, on va stocker que 500 gigas. Je le disais en intro, donc maintenant le nombre d'appareils connectés a dépassé le nombre de téléphones. Donc on est, je crois que c'est 12 milliards en 2022 d'appareils connectés versus 10 milliards de téléphones. Donc on est comme, et donc c'est une loi de mort, on dirait. C'est ça. Et puis on devrait atteindre les 30 milliards d'appareils connectés en 2025. Donc c'est pas si longtemps que ça. Comment est-ce que tu gères ce flot d'informations et surtout donc vous êtes un framework, tu mets juste à dispo un moyen, un cadre pour que les gens puissent travailler là-dedans. Comment est-ce que tu peux aider les développeurs à garder une certaine efficacité dans ce flot d'informations qui arrive avec votre fameux pipeline d'enrichissement qui va prendre le relais là-dessus? Comment tu fais pour garder une certaine fluidité et pas en fait que tu aies une file d'attente qui grandisse plus vite qu'elle ne se vide? Alors, pour ça, on n'a rien inventé dans l'IoT, hein, c'est du clustering, typiquement, donc ça va être répartir la charge sur plusieurs serveurs. Donc, il y a 2 choses. Il y a souvent le goulot d'étranglement, c'est le réseau ou la base de données, ou les 2. En général, c'est les 2. Du coup, pour la base de données, nous, on est parti sur une solution NoSQL, donc on utilise Elasticsearch. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on traite de la donnée IoT, on a très peu de relationnel, au final. C'est pas comme si on était sur un cas d'usage très métier, comme par exemple une agence immobilière. On a très peu de relationnel, donc on peut se permettre d'avoir une base de données NoSQL dans laquelle on va faire des time series. Donc nous, on va injecter des timestamps dans les données Elasticsearch pour faire des time series et les exploiter plus tard. Et du coup, on va avoir déjà un rythme en écriture qui va être assez monstrueux sur des clusters de taille très respectable, hein. On ne va pas dépenser des milliers d'euros, on peut dépasser les 5000 écritures par seconde. Et ensuite, ce qu'il va falloir scaler aussi, c'est donc la partie réseau, parce qu'en fait, toutes ces requêtes, elles arrivent forcément sur une instance. Donc juste, en fait, Cuzzle, pour le redire, c'est pas un framework, c'est un back-end. Donc c'est une application qu'on lance depuis un conteneur Docker, par exemple, et ce back-end expose un framework. Mais c'est d'abord un back-end clé en main, c'est-à-dire que si on lance la plateforme IoT ou même Cuzzle sans rien coder, il y a quand même les API d'ingestion, le système de droit, le moteur temps réel, il y a déjà le mode cluster, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont là sans avoir besoin de les coder. Et donc, parmi ces fonctionnalités, il y a le mode cluster, et donc ce qu'on fournit, nous, c'est un cluster masterless qui va permettre de scale le back-end, et donc la plateforme IoT, sur plusieurs nœuds applicatifs. Donc sans vouloir mentir, c'est vraiment un point super critique et très compliqué à gérer, ce cluster masterless. Je reviens sur ce que tu as dit. Donc, sur le fait que vous êtes une application qui expose un back-end, un framework, pardon. Ouais. Je trouve ça assez ouf comme fonctionnement. Ça veut dire qu'en fait, je peux ne jamais faire de dev et utiliser Cuzzle tel quel. C'est ça. En fait, ce qu'il faut imaginer, je ne sais pas si tu as déjà utilisé Express, il y en a peut-être qui ont utilisé Express. À Express, on fait app égale Express, et après on fait app.start. Et quand on fait ça, on n'a rien dans Express. Si tu fais ça avec Cuzzle, tu fais app égale new backend, et après tu fais app.start. Si tu fais ça, tu as toute une API
d'écriture, de stockage, de recherche, une API pour gérer tes droits, le moteur temps réel. Tu as le mode cluster qui fonctionne. Tu as déjà tout en fait qui est prêt pour fonctionner. L'API standard de Cuzzle fonctionne et tu peux l'utiliser sans coder. Tu peux créer tes utilisateurs, tes droits, tu peux créer des collections de données, changer les mappings, donc la définition des collections, hein. Tu peux créer des documents, en fait, tu peux déjà quasiment tout faire. Là où tu vas utiliser le framework, c'est quand tu vas vouloir rajouter de la logique métier. Par exemple, si tu veux créer un nouveau contrôleur et des nouvelles actions d'API. Si tu veux modifier le fonctionnement d'une action d'API existante avec un système de middleware. Si tu veux rajouter une intégration à un service externe. Si tu veux enrichir les données IoT dans le pipeline d'enrichissement, par exemple. Et bien là, tu vas pouvoir utiliser le framework de développement pour vraiment coller au plus près de ta logique métier spécifique. Ok. Et ça, sur quel techno? C'est plutôt du JS du coup aussi? Ouais, on est en Node.js et on fait du TypeScript comme tout le monde maintenant, j'ai l'impression. C'est effectivement devenu la norme. Et donc du coup, dans l'histoire de Cuzzle, vous avez commencé par ce framework qui est devenu après un back-end, ou vous avez d'abord commencé sur ce back-end et après cette exposition de framework? En fait, le back-end a toujours été là. Et au fait, il y avait déjà un framework, mais qui à l'époque n'était pas un framework, c'était un système de plugins qui était un peu calqué sur Apache, où il y avait un dossier plugin enabled, pardon pour l'accent, et on mettait un module JS dedans et ça faisait un plugin pour mettre de la logique métier. Et après, donc ça c'était un V1, et après on a sorti une V2, où là on a exposé un framework de développement qui correspondait plus à ce qu'attendait l'écosystème JavaScript. Donc on a pris Express, on a pris Fastify, on a regardé comment ils font, on a pris Nest.js, on a regardé comment ils font, et on s'est dit, voilà, on va faire quelque chose que les développeurs ont l'habitude d'utiliser. Et donc, on a fait un framework qui au final, est vraiment dans l'ère du JavaScript, quoi, qui reprend tous les codes d'une application JavaScript moderne. Je vois. Top. Et alors, du coup, sur ce... Attends, du coup, j'avais une question que j'ai oubliée. Oui, sur ton pipeline d'enrichissement, c'est pas uniquement du coup de l'enrichissement de données en tant que tel. Il y a aussi une capacité de déclenchement d'action. Donc, ça devient du coup une logique d'event. Du coup, c'est de la synchrone. Enfin, tu vois, c'est une espèce de paradigme qui s'ajoute en fait dans les capacités de l'IoT, non, grosso modo? C'est ça. En fait, le pipeline d'enrichissement, ce qu'il faut voir, c'est que les données arrivent en entrée en IoT. Elles arrivent en entrée, on va les décoder, donc on va les normaliser. Et ensuite, une fois qu'on les a normalisées, on va pouvoir commencer à les traiter. Et donc, au début du pipeline, en général, on va mettre ce qu'on appelle l'enrichissement de données. C'est-à-dire, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, si on a la température et la pression d'un conteneur avec du gaz dedans, on peut calculer la quantité de gaz, le nombre de moles ou le poids du gaz. Et une fois qu'on a enrichi des données, donc on enrichit des données, on enrichit les mesures, on crée des nouvelles mesures. Ensuite, à la fin de ce pipeline, on va avoir ce qu'on appelle les règles métiers. Et donc là, les règles métiers, c'est là où on va déclencher, par exemple, des alertes. Donc en IoT, on a beaucoup d'alertes pour faire du monitoring. C'est là qu'on va pouvoir aussi, par exemple, on va pouvoir avoir des règles métiers qui vont faire ingérer la donnée dans des modèles de machine learning, enfin de statistiques, de data mining. C'est vraiment dans ce pipeline en fait qu'on va avoir vraiment le cœur de l'application, enfin le cœur du traitement de la donnée IoT, qui est vraiment le cœur d'une application IoT. Autour de ça, on a aussi des actions d'API avec des contrôleurs, des actions de maintenance, des actions de manipulation des objets internes de la plateforme. Mais le cœur, c'est vraiment la donnée, en fait. C'est toujours ça, quoi. C'est toujours la donnée, et donc ce pipeline d'enrichissement. Et à quel point vous avez déjà un ensemble de règles qui permettent de bien... Enfin, tu disais que donc, si je la lance de base, j'ai déjà un environnement fonctionnel. Est-ce que, quasiment quel que soit le capteur que je vais après connecter à mon back-end, est-ce que Cuzzle sera toujours capable de comprendre le message et de le structurer correctement, ou il y a de bonnes chances que en fait, tu prennes le fichier tel quel, enfin le payload tel quel, et que tu l'enregistres en brut? En fait, à chaque fois que tu vas vouloir ingérer de la donnée, il y a deux choix. Soit ton capteur arrive à envoyer le bon format attendu par l'API de Cuzzle, ça c'est rare. Soit tu vas écrire c'est une fonction en fait, c'est une fonction décodeur qui prend en argument le payload JSON, quoi, où il y a les données brutes, et qui doit renvoyer un payload normalisé, où on a mis la température au bon endroit, la position GPS au bon endroit, etc., selon ce qu'il y a dans le capteur. Et donc ça, on passe quasiment toujours par cette étape de normalisation au début du pipeline, hein, même avant l'enrichissement. Et après, au niveau des règles métiers, nous, pour l'instant, on s'est focalisé sur la partie alerte. Donc, on fait des alertes clés en main, c'est-à-dire depuis l'interface, quoi, sur des alertes de seuil, des alertes quand on reçoit plus de données du capteur.
Et après, pour tout ce qui va être des choses un peu plus complexes, genre par exemple détecter qu'il y a une consommation anormale. Par exemple, on a toujours une consommation de 4 mol, et tout d'un coup, on a une consommation de 6 mol. C'est qu'il y a peut-être un problème avec la valve ou quelque chose comme ça. Donc ça, par contre, ça va être des règles métiers qui sont tellement spécifiques qu'aujourd'hui, en fait, soit on les fait en no-code complètement, mais on va se retrouver avec des solutions comme Node-RED, où on empile des boîtes, en fait, on connecte des boîtes entre elles, mais on se retrouve avec des choses qui sont très peu maintenables. Soit, en fait, on écrit juste quelques lignes de JavaScript et on arrive à avoir une solution custom qui tient la charge en plus. Ok. Alors du coup, tu as parlé plusieurs fois depuis le début de cet épisode, un petit peu de data science, de machine learning, de solutions comme ça. À quel moment ça rentre dans ce pipe et comment est-ce que vous aidez en fait à ce que les devs puissent déjà faire des choses en machine learning? Alors, il y a plein de mots là, en fait, donc machine learning, data science, data mining, business intelligence. Donc tout ça, en fait, c'est la gestion de la donnée, hein. Qu'est-ce qu'on va exploiter de cette donnée et quelle valeur métier on va lui donner pour que des gens puissent décider des choses, pour que des gens puissent être prévenus s'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ça, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, encore une fois, la donnée. Dans certains secteurs, c'est très mature. Par exemple, analyser la donnée analytics. Donc, voilà, on sait que Google et Facebook savent très bien analyser tout ce qu'on fait et en tirer des corrélations et faire des rapports. En IoT, on est encore au niveau, en fait, on va dire qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau où il faut qu'on mette des capteurs. On met des capteurs de quoi, qu'est-ce qui remonte, etc. Ensuite, il y a le niveau, une fois qu'on a mis des capteurs, il faut les remonter dans des plateformes unifiées. Et ensuite, il y a le niveau 3, celui que le monde de l'IoT commence à toucher, qui est le niveau d'exploitation de cette donnée pour justement faire, par exemple, de la business intelligence. Donc la business intelligence, en fait, ça se résume à faire des tableaux de bord, des graphes, des rapports qu'on va pouvoir envoyer à des décideurs. Chaque lundi, par exemple, voilà l'état de mon parc d'engins de chantier. Et qu'est-ce que je comprends? Est-ce qu'il y a des engins sur mon chantier qui ne sont pas utilisés? Je peux les renvoyer chez le loueur, ce genre de cas d'usage. Ça, c'est une première partie. C'est la partie business intelligence. C'est celle qu'aujourd'hui, on arrive à adresser pour nos clients, parce que c'est entre guillemets la plus facile. La plus sexy, c'est la partie machine learning. Donc, ce qu'on met derrière machine learning, il y a plein de choses. Il y a les algorithmes de réseau de neurones, mais il y a aussi des choses beaucoup plus simples, comme des statistiques. Il y a plein de techniques de data mining. Et donc ça, c'est ce que nous, on essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est de brancher les flux de données qui traversent la plateforme sur des solutions d'analyse data science, comme Jupyter Notebook. On aime beaucoup Jupyter Notebook parce que c'est quelque chose d'assez visuel, où les data scientists peuvent expérimenter, parce qu'en fait, dans cette discipline, c'est beaucoup d'expérimentation, hein. C'est pas comme du code où on me dit l'algorithme, et moi, je le développe, et après, ça part en prod. En data science, des fois, en data mining, on sait même pas ce qu'on veut. On sait même pas ce qu'on va arriver à trouver. On a juste des approches, des techniques pour essayer d'enrichir la donnée, lui donner du sens, et à des moments, on va tomber sur un résultat, en faire « Ah, incroyable !» Et du coup, ensuite, on va continuer dans cette direction. Donc, c'est vraiment plus un travail de recherche. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des outils qui sont plus interactifs. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec cette donnée, voilà, d'extraire plus d'informations encore de cette donnée. Et du coup, c'est des briques que vous embarquez directement dans l'application existante? Alors, c'est pas directement dans la plateforme IoT, c'est quelque chose qu'on déploie. On a un pass aussi, hein, pour déployer notre plateforme, qu'on peut déployer à côté dans notre pass pour ingérer la donnée. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que forcément, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps, qui va être plus consommateur en ressources aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait dès le début, mais souvent, c'est quelque chose qui arrive en deuxième phase. Les phases, c'est j'ai des capteurs. Donc ça, les clients, ils arrivent, ils ont déjà des capteurs. Deuxième phase, c'est il faut que je centralise ma donnée dans une plateforme et que je gère mes équipements et mes capteurs. Et donc là, les projets commencent toujours par cette phase-là. Et ensuite, la phase d'après qu'on propose, nous, c'est cette phase d'exploitation de données. Et c'est là qu'on va rajouter nos outils, d'abord de business intelligence et ensuite de data mining. Ok. Alors du coup aussi, dans votre parcours, si j'ai bien compris, aujourd'hui, vous avez aussi une solution du coup que tu mets à dispo directement en ligne, donc que j'ai pas besoin d'installer directement, tu vois, que je peux un peu en mode serverless, on va dire, pour moi en tant que consommateur. Si je prends le chemin, donc vous avez commencé avec un framework, après du coup un back-end, là maintenant vous êtes en mode plateforme. En termes de cheminement technique, d'ailleurs quelqu'un l'a dit dans le chat à un moment, et donc je reprends le message de Bodul. La somme de choses que vous avez dû mettre en place me donne le vertige, bravo. Et c'est vrai que tu vois, quand je vois tout ça, je me dis que c'est quand même assez gueudant d'avoir réussi à mettre tout ça en place. C'était quoi Alors je me doute que tu n'as pas vu forcément tous les changements de paradigme parce que tu n'y es que depuis 4 ans, mais côté plateforme, je pense que tu l'as vu quand même. Qu'est-ce que ça change comme dans la
dans la conception du dev, dans l'approche dev, dans l'approche produit, de passer d'une solution comme ça où tu dis aux gens, bah, vas-y, prends-le, à une solution en mode, faut que les gens puissent se connecter et avoir un côté siloté, chacun son truc, chacun C'est son côté. beaucoup plus compliqué. Ça apporte pas mal de migraines. Ouais. Mais je trouve que c'est un très beau challenge. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que chez Cuzzle, on a des gens qui aiment des choses différentes. On a des gens qui aiment faire du back, forcément. On a des gens qui aiment faire du front. Et on a des gens qui aiment faire de l'ops, donc du Kubernetes, des choses comme ça. Et donc, on a eu un moment ce cheminement où on s'est dit, bon, le produit back-end, on sait faire. C'est là, ça fait longtemps qu'on le fait. Maintenant, on va faire un produit front-end. Donc, c'est cette plateforme IoT qui expose elle aussi son propre framework pour venir ajouter des vues, ajouter des widgets dans le dashboard, etc. Et puis, une fois qu'on a eu ça, les ops, il a fallu leur trouver un truc aussi, entre guillemets, et ça rentrait, du coup, ce côté d'offrir une plateforme IoT en mode PaaS, ça a été le déclic parfait parce que ça facilite, nous, notre onboarding pour les clients. Donc, ça nous permet de gérer nos clients beaucoup plus facilement. Au lieu d'avoir un déploiement chez Scaleway, un déploiement chez OVH, un déploiement chez Amazon, on a tout dans notre PaaS, qui est d'ailleurs chez Scaleway. Et ça nous permet aussi, du coup, d'offrir un nouveau produit très technique qui permet aux développeurs d'être indépendants sur le déploiement de leur plateforme. Et du coup, tout le monde est content chez Cuzzle. Les développeurs back-end font du back-end, ont leurs produits back-end qu'ils doivent maintenir et publier. Les développeurs front-end font la même chose avec leurs produits front-end et leur librairie front-end. Et les DevOps les Ops ont aussi leurs produits Ops avec du Terraform orchestré par une application back-end qui fait avec un Argo CD. Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais. Mais comment tu fais pour que ça ne se fasse pas au détriment du produit historique? Alors, c'est le produit historique, il bouge pas énormément en ce moment parce qu'on se concentre sur les autres produits. Pourquoi ça se fait pas au détriment du produit historique? Parce qu'on conserve quand même des bonnes pratiques de code. Je reviens encore sur l'épisode de Sébastien, mais qui sont ancrées, c'est-à-dire que il y a des tests fonctionnels, il y a des CI, il y a des outils de qualité de code, de mesure du code. Donc le produit historique, on préfère qu'il avance lentement. D'ailleurs, tous nos produits, on préfère qu'ils avancent plutôt lentement, mais correctement, et qu'ils soient construits avec le moins de dette technique possible, plutôt que d'essayer de rusher et de payer les pots cassés plus tard. Ok. Et alors, du coup, vous avez commencé avec un produit qui était open source. Aujourd'hui, c'est encore le cas ou pas? Alors aujourd'hui, on fait toujours de l'open source. Donc on a dans notre plateforme IoT, en fait, elle est composée de plusieurs plugins. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on a fait un truc assez modulaire. Et dans ces plugins, il y en a certains qui sont open source et d'autres qui ne sont pas open source. Donc selon les fonctionnalités qu'on veut activer dans la plateforme, on va avoir soit une plateforme en full open source, parce qu'on a des clients, par exemple, chez qui c'est obligatoire dans le cahier des charges, notamment tous les clients publics, tous les clients, les institutions publiques, les départements, les villes, les collectivités, eux, ils veulent du full open source. Donc pour eux, on peut leur offrir des briques de plateforme IoT open source. Et pour les clients industriels, on a aussi des briques sous licence qui leur permettent encore plus d'accélérer les développements. Ok. Et ça, le fait de travailler en open source, c'est dans votre logique de travailler pour les devs. Ça ne te rajoute pas aussi une contrainte, enfin une difficulté je sais pas, d'avoir du coup un code qui est bien documenté. Enfin, tu parlais de code propre tout à l'heure. C'est l'œuf ou la poule qui est arrivé d'abord? C'est le code propre qui vous a permis de faire de l'open source, ou c'est à cause de l'open source que vous faites aujourd'hui du code propre? C'est l'œuf ou la poule. Alors je pense que, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'open source nous force à écrire quelque chose de plus propre. Typiquement, le nom des pull requests doit être quelque chose de lisible, on doit faire des releases correctes, on doit respecter SEMVer de façon stricte. Puis aussi, forcément, si je commit quelque chose, tout le monde va voir ce que j'ai commit. Donc si j'ai pas envie d'avoir la honte, il faut que je commit quelque chose de plus ou moins propre, on va dire. Donc ça nous force forcément à avoir des pratiques qui sont beaucoup plus strictes. Et en fait, je pense que c'est une bonne chose parce que ça nous force du coup à être beaucoup plus rigoureux dans l'écriture du code, dans l'écriture des pull requests. Ça nous force aussi à échanger en anglais. Donc sur GitHub, on échange uniquement en anglais, dans les revues de code, dans les pull requests, dans les releases. Donc ce côté open source, forcément, ça apporte plus de difficultés. Après, l'open source, ça a été un grand débat au tout début de Cuzzle, et finalement, c'est l'open source qui a gagné. Ce qu'on gagne dans l'open source, c'est des clients. En fait, au tout début, si on se lance un produit, à part on n'a quasiment pas de clients, sauf si on fait un produit open source. Si on a fait un produit open source, tout de suite, on peut avoir beaucoup plus de feedback. Donc, on a une communauté qui va pouvoir tester les releases, qui va nous remonter des bugs, qui va nous remonter des demandes de fonctionnalités. Et puis, l'open source, ça nous permet aussi d'avoir une vitrine qui est meilleure que si on était juste un produit dans un coin, parce que surtout, ça nous permet d'être présent sur GitHub, ça nous permet
de communiquer autour de cette plateforme sur GitHub. Et donc forcément, ça nous rapporte pas mal de clients aussi. Ouais. Et puis, comme tes consommateurs principaux sont avant tout des devs, c'est aussi un endroit sur lequel on atterrit souvent au final, GitHub. C'est ça. Et ça force aussi à écrire de la documentation. Alors ça, c'est une grosse histoire, la documentation. C'est une histoire sans fin. Mais le fait d'être open source nous force à écrire une documentation fournie et construite. Et en fait, ça, mine de rien, ça sauve la vie parce qu'au final, les utilisateurs internes, donc l'équipe Quezel, les intégrateurs qui utilisent la plateforme, le back-end, les SDK, n'importe quoi, ils ont de la doc. Ils ont de la doc pour les aider à intégrer la plateforme. Et souvent, c'est vrai que quand on voit d'autres, en général, quand on bosse avec d'autres entreprises, les API ou la doc sont inexistantes ou pas super utilisables. Et nous, du coup, ce côté open source, ça nous force à essayer de penser les meilleures API possibles, à écrire la doc la meilleure possible pour que les gens, en fait, ils puissent utiliser nos produits. Parce qu'en fait, les gens qui utilisent notre produit, c'est des gens qui vont essayer, et si ça marche pas, ou si c'est mal documenté, ils s'en vont. Ouais. C'est pareil, on voit un framework, ça marche pas du premier coup, on s'en va. Donc c'est pour ça que ça nous force à faire quelque chose de plus beau. Ouais. C'est surtout quand c'est pas documenté, parce qu'en fait, quand tu regardes, il y a beaucoup de projets sur GitHub qui sont mal documentés, mais qui du coup sont pas utilisés, parce qu'en fait, dès que tu as un problème, tu sais pas quoi faire, tu peux pas aller juste lire du code pour comprendre ce qui se passe, quoi. C'est ça. Je t'invite d'ailleurs du coup à aller écouter l'épisode de Sarah sur la documentation, que je vous mettrai bien évidemment en description, qui est un épisode il y a à peu près 1 an, je crois maintenant, où on parlait effectivement de l'importance de la documentation et surtout de tous les niveaux de documentation. Donc, j'ai découvert que tu as 5 types de documentation différentes. Alors j'avoue, je ne saurais même pas te les répéter aujourd'hui, mais en tout cas j'avais appris ça à l'époque. Donc voilà, je vous invite à aller creuser ce sujet-là, notamment avec sujet sans fin. Sujet sans fin. Autre sujet aussi, alors peut-être pas sans fin, mais en tout cas qui a aussi son importance. Dans le monde de l'IoT, il y a aussi un a priori, c'est sur les problématiques de sécurité. Il se dit beaucoup que ce sont des environnements qui ne sont pas forcément sécurisés ou ce genre de choses. Alors j'imagine que toi, le côté capteur non sécurisé, c'est moins ton sujet, parce que toi, tu es vraiment côté back-end. Mais on peut prendre la problématique de sécurité dans l'autre sens. C'est que toi, au final, tu amasses un nombre d'informations absolument colossal, qui dans certains cas peuvent être quand même assez personnels. Tu vois, si tu as suffisamment de capteurs chez quelqu'un, tu peux savoir un peu ce qu'il fait dans la vie, où il en est, la taille de son appartement. Est-ce qu'il a des invités Voilà, tu as des infos qui sont quand même assez privées. Est-ce qu'il fait quelque chose dans sa chambre? On peut savoir plein de choses. Exactement. Comment est-ce que du coup, vous gérez ces problématiques de sécurité? Alors ça, c'est vraiment... Je ne peux pas te répondre... on fait comme ça et c'est toujours comme ça. C'est vraiment au cas par cas, parce que les problématiques RGPD, c'est toujours au cas par cas. Donc quand on collecte des informations personnelles, typiquement sur un des projets, on collectait les rythmes cardiaques des personnes et leur position GPS pour monitorer des gens sur des sites sensibles dans des pays où c'est un peu la guerre, quoi, pour être franc. Et du coup, là, forcément, il y a toute une problématique d'anonymisation de la donnée qui doit se faire en amont. En fait, c'est là qu'on revient encore sur le pipeline d'enrichissement de la donnée. Donc c'est ici qu'on va pouvoir anonymiser de la donnée. On a aussi des problématiques d'open data. On bosse pas mal avec des collectivités. Et donc, dans ces cas-là, il y a aussi une idée de pouvoir retransmettre la donnée aux gens, quoi, enfin, open data, open source. Et du coup, là, il y a forcément aussi une part d'anonymisation. Mais il n'y a pas de réponse ultime. On est obligé à chaque fois de faire vraiment du cas par cas parce que la donnée, c'est jamais la même et l'information personnelle est jamais au même endroit. Donc après, sinon, c'est des recommandations de sécurité basiques, quoi. Comme toute application, faut les respecter. Donc, c'est une bonne authentification, c'est hacher les mots de passe correctement, c'est gérer son système de droit. Donc, là, ça va pas beaucoup changer d'une application entre guillemets classique, quoi. Ok. Avant de creuser la partie sécurité, je reviens sur ce que tu disais sur RGPD, parce que du coup, tu nous expliques aussi que ton enrichissement de données, tu enregistres quand même à côté la donnée brute que tu as reçue. Du coup, quand tu as ces problématiques d'anonymisation de l'information, est-ce que du coup, tu peux annuler l'enregistrement de l'historique pour pas garder en fait du coup un côté non anonyme de l'info? Alors techniquement on peut, mais alors on ne sait pas forcément ce qui est en standard dans la plateforme, mais après comme il y a un framework, on peut par exemple se brancher avec le système de middleware avant d'écrire un document
dans la collection où on va stocker les payloads bruts pour venir anonymiser ce qu'on a besoin d'anonymiser, ou pour venir supprimer des choses a posteriori. Donc toute cette logique, en fait, encore une fois, toute cette logique, elle va vraiment être spécifique au projet. Dans la plupart de nos projets, en fait, on ne va pas traiter vraiment d'informations personnelles. Et quand on va traiter de l'information personnelle, forcément, là, il faut faire attention à ce qu'on stocke en amont, à ce qu'on enrichit, ce qu'on met à disposition via de l'open data ou via d'autres API. Donc, c'est un sujet énorme. Enfin, sur les projets où on a besoin de mettre ce genre de choses, c'est des réflexions qui s'étalent sur plusieurs mois. Ouais. Ok. Et du coup, vous accompagnez vos clients sur ces réflexions-là, du coup? On peut les accompagner aussi. Ouais. Okay. Alors, pour revenir sur la partie sécurité, donc tu dis qu'il y a des bonnes pratiques qui existent et qu'il faut respecter. Dans quelle mesure vous essayez d'accompagner les gens sur ces bonnes pratiques-là, que ce soit vis-à-vis avec un accompagnement humain de consulting ou ce genre de choses, mais peut-être aussi avec un accompagnement, enfin, avec des solutions techniques déjà installées dans la solution qui permettent un certain niveau de sécurité, de s'assurer que, je sais pas, il n'y a pas d'intrusion, qu'il n'y a pas des portes particulières qui existent. Est-ce que vous avez, je sais pas, comment ça s'appelle, des bounty, Bug bounty, bug bounty qui existent. Est-ce que vous avez ce genre de stratégie en fait pour essayer d'aider les gens ou d'inciter en tout cas les développeurs qui utilisent Cuzzle à être sécurisés? Pour être tout à fait honnête, on n'en est pas encore à ce niveau de maturité, je pense. Ce qu'il faut bien voir dans la sécurité, c'est que c'est toujours un investissement entre l'argent qu'on va investir et le risque potentiel qu'on va éviter. Et donc, pour nous, l'investissement, par exemple, d'un programme de bug bounty, même s'il a déjà été discuté, c'est quelque chose qui, pour l'instant, nous coûterait trop cher. Donc, par contre, on a déjà eu des audits de sécurité par des boîtes indépendantes qu'on a demandé nous, et il y en a aussi que nos clients ont demandé sur la solution. Donc, on est quand même attentif, on a des procédures de release de sécurité, par exemple, nos clients qui payent des supports sont prévenus en avance des failles de sécurité et on fait des releases privées du produit, même open source, pour qu'eux puissent les déployer dans leurs environnements avant qu'on relise le correctif qui, du coup, va pointer la faille de sécurité. Donc, on a quand même des procédures de sécurité, mais aujourd'hui, on n'a pas ce côté proactif, typiquement. Après, c'est aussi quelque chose au cas par cas, parce que les mesures proactives qu'on peut avoir, c'est des web applications firewall en amont, ça va être... je ne me souviens plus le nom de l'outil, mais c'est une startup qui s'est fait racheter par Datadog il n'y a pas longtemps, qui propose, c'est Screen, qui propose quelque chose en sécurité aussi, assez poussé d'analyse au runtime, sur des process Node.js par exemple. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être implémentées au cas par cas, mais il faut toujours comprendre que ça coûte cher. C'est comme, par exemple, on est capable de forcer les gens, dans notre backend, on a des politiques de gestion de mots de passe. Par exemple, on doit reset son mot de passe toutes les X semaines, on doit faire des mots de passe de telle taille, pas réutiliser le même mot de passe. C'est aussi des choses qu'on peut mettre en place. Il faut comprendre que ça, souvent, c'est pas que des choses qui sont voulues par nos utilisateurs finaux, parce qu'en fait, ça complique beaucoup l'utilisation de la plateforme. Donc, c'est toujours la sécurité un sujet assez compliqué. C'est un peu comme RGPD, au final, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous, on est capable d'accompagner, on est capable de fournir des pistes pour améliorer la sécurité d'une application. C'est quelque chose auquel on fait attention, bien sûr, mais on n'est pas dans un côté industriel. Par exemple, on n'a pas le côté, comment il s'appelle, j'arrive pas à retrouver le nom, Cloudflare. Enfin, on n'a pas des procédures de sécurité comme Cloudflare ou Google où ils forcent des authentifications avec des clés USB physiques pour tous leurs produits. Quoi. Je vois. Alors, tu as cité Datadog, qui est un sponsor régulier du podcast ICDD. Screen, j'ai reçu JB 2 fois sur ce podcast, qui est donc un des cofondateurs de Screen, qui est un monstre de la sécurité informatique. Je ne sais pas s'il nous regarde, mais à tout hasard, big up à JB pour tout le travail que tu as fait. Et ça me fait plaisir de voir que tu es cité sur d'autres sujets. Je reviens du coup sur ces audits que tu as évoqués, faits par certains de vos clients. Est-ce qu'il y a des trucs... moi, je sais que j'ai eu une fois un test de pénétration qui a été fait sur une de mes boîtes précédentes. J'ai appris des trucs, mais c'était ouf. C'était une mine d'informations absolument colossale. J'ai vu que... je pense j'étais assez serein. Donc, j'avais pas des trucs béants, mais j'avais quand même des failles qui existaient. Est-ce que tu as vécu ça aussi, d'avoir des audits où tu t'es dit, putain, truc de ouf, en fait, là, on est complètement à l'ouest. Est-ce que tu as appris des trucs? Est-ce que ça a été... Alors, j'ai appris des choses. Complètement à l'ouest, je pense pas. Alors, les trucs qu'on a appris, il y a un audit où ils nous ont trouvé pas mal d'injections, pollution du prototype en JavaScript. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu. Mais en gros, on sanitisait mal les inputs et du coup, il y avait une pollution du prototype qui était possible. On a essayé, il n'y avait pas d'exploitation derrière, donc au moins on était OK avec ça, mais c'était quand même une des plus grosses failles qui nous avait été remontée par un audit.
Et on a un autre où on s'est rendu compte qu'on avait une mauvaise utilisation des WebSockets. Donc c'est super. Alors nous, on utilise beaucoup les WebSockets pour communiquer avec le back-end. Et c'est assez compliqué de sécuriser correctement une connexion WebSocket et puis de la renouveler quand le token expire, ce genre de choses. Donc là, pareil, avec un client qui nous a fait remonter pas mal de soucis, ça nous a permis encore une fois de sécuriser. Là, j'ai appris plein de choses sur WebSocket, mais c'est super compliqué, mais c'est intéressant de se creuser sur ce genre de sujet. Après, je pense que comme tout produit, en fait, tout produit a forcément des failles de sécurité, mais c'est toujours pareil. C'est quelle est la rentabilité exactement de venir l'exploiter. C'est pour ça que WordPress ou Microsoft sont plein de failles, parce que si on trouve une faille dans Windows ou dans WordPress, forcément, on a plein de systèmes qui vont être vulnérables. Et donc je pense que c'est quelque chose c'est une maturité qui s'acquiert avec le temps. Faut en être conscient. Faut essayer de lancer des choses. Donc c'est pour ça que ce programme de Bug Bounty, je me souviens quand je suis arrivé, je voulais qu'on le lance. C'est pas fait. Peut-être que maintenant, on pourrait le lancer. Mais c'est vraiment une démarche qui s'inscrit dans le temps. Faut avoir des gens qui sont quand même compétents, qui vont comprendre les problématiques de sécurité, comment écrire du code plus sécure. Il y a aussi des outils d'analyse statique de code, comme Sonar, par exemple, qui servent très bien, ou Snyk aussi, qui marche très bien. Donc c'est assez intéressant. Ça nous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un, il y a un bug bounty sur tous les projets open source, qui est fait par une entreprise, je ne me souviens plus son nom, je suis désolé, je retrouverai. Et en fait, ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui nous a contacté via ce bug bounty pour résoudre une faille. Il avait trouvé une faille et du coup, on a accepté la résolution. Il s'est fait payer par cette entreprise qui sponsorise tous les projets open source. Donc, on n'a pas fait le nôtre, mais on est éligible au programme de bug bounty de cette entreprise sur tous les projets open source. Canon, c'est toujours top. Pour terminer, c'est quoi aujourd'hui les projets que tu recommanderais, sur quel genre de projet tu nous recommanderais d'utiliser Cuzzle aujourd'hui? Sur des projets qui ont besoin de traiter... Alors, il y a deux choses. Il y a le back-end générique et la plateforme IoT. La plateforme IoT, bien sûr, ce serait sur un projet IoT. C'est plutôt industriel, j'imagine. C'est-à-dire que moi, en tant que particulier, je sais pas, mettons, j'ai 2 capteurs de température chez moi, un capteur de porte, et je sais pas, plusieurs lumières. C'est pas le genre de choses... Non, je pense pas. Je pense que sur ce genre de projet domotique, nous, on fait pas de domotique, par exemple. Okay. Sur le genre de projet domotique, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont très bien. Je me rappelle plus les noms, désolé. Mais il y avait beaucoup de choses qui sont très bien, qui sont plus simples, qui sont beaucoup plus intuitives avec des interfaces au clic, etc. Mais qui ne scalent pas pour l'industrie. Nous, on est vraiment sur des projets industriels avec des centaines de capteurs, des milliers de capteurs. Après, ça peut mettre une quinzaine, vingtaine de capteurs, mais ça va être des règles métiers un peu plus complexes, des intégrations à des systèmes tierces, etc. Donc, c'est vraiment pas pour de la domotique des projets perso. Ok. Mais du coup, ce serait pour quel genre de projet ? Je peux citer des projets clients. On a par exemple, les cas d'usage qui fonctionnent très bien, c'est tout ce qui va être gestion d'équipements. On va poser des capteurs GPS sur des équipements pour savoir où ils sont, pour savoir s'ils sont utilisés. Puis s'ils ne sont pas utilisés, on peut peut-être les envoyer sur un autre chantier. Là, je parle dans ce cas sur les chantiers, pour générer des rapports de quels équipements sont sur le chantier pour pouvoir facturer des locations, par exemple. On a pas mal de use cases dans la logistique pour pouvoir traquer, je sais pas, par exemple, les chronopostes, les colis La Poste, savoir où ils sont, sur quelle plateforme ils arrivent, est-ce que le livreur a un problème, est-ce qu'il s'écarte de la route. Donc on a pas mal de use cases aussi sur la qualité de l'air, sur la ville intelligente, donc ce qui va être contrôle des éclairages publics, gestion de parking, qualité de l'air dans des pièces comme celle-ci, par exemple. Souvent, c'est dans des salles de classe ou des zones publiques, mais c'est ce genre de projet qu'on va retrouver énormément chez Cuzzle. Et ça, du coup, c'est des projets sur la partie plateforme ou la partie back-end ? Sur la partie plateforme. Et sur la partie back-end, c'est quoi le use case type ? Le use case type, ça va être une application qui a besoin d'une forte volumétrie, de tenir la charge sur des fortes volumétries et qui a un besoin de temps réel. C'est-à-dire que utiliser le moteur temps réel, c'est vraiment ce qui va faire la différence quand on va utiliser Cuzzle, être capable de notifier en temps réel sur les changements qui interviennent sur la base de données. C'est un peu comme une base de données, temps réel, ça fonctionne comme Firebase, sauf qu'on a un système de filtre en plus pour s'abonner à des notifications précises. Par exemple, être notifié que si un utilisateur s'inscrit, il a plus de 18 ans. Ça, on peut le faire, par exemple. Et du coup, redistribuer des notifications en temps réel à des clients. Par exemple, ce qui marche très bien, c'est les plateformes de trading. Plateformes de trading, Bitcoin, tout ce genre de choses, ils ont tout le temps des interfaces temps réel en WebSocket, donc ça marche très très bien. Les plateformes de jeux en ligne aussi, de paris sportifs, ça marche aussi très bien. Oui, c'est effectivement ce que j'allais dire, c'est que ce que tu décrivais, c'est pas uniquement utile pour l'IoT, c'est toute industrie qui a une notion de flux, en fait. C'est ça. Du coup, moi, je pensais au stream, forcément, vu qu'on est en train de streamer. Donc oui, effectivement, ce rapprochement où tu as un flux continu d'informations,
Cuzzle en fait a une carte à jouer à un moment, c'est ça en fait C'est ça. Pour ingérer ce flux d'informations et le redistribuer à des clients qui vont être intéressés seulement par certaines parties de l'information pour venir mettre à jour des interfaces, par exemple le ticker de ton Bitcoin, Bitcoin Euro, j'en sais rien, ou par exemple pour venir déverser la donnée dans d'autres systèmes pour faire des synchronisations. Donc c'est là qu'on va avoir une carte à jouer vraiment sur ce genre d'application et surtout, nous, on a une carte à jouer sur les gros volumes avec tout ce mode cluster qui permet d'ingérer pas mal de données. Ouais. Okay. Top. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, une chaîne YouTube, un livre, un contenu, une ressource en particulier que tu aimerais recommander à tous les devs, peut-être la doc de Cuzzle, de manière générale. Ça peut être tech ou pas. Pour les devs, alors pour les gens qui sont pas devs mais qui sont plus dans des rôles de tech lead, j'aimerais leur recommander Team Topologies, que je suis en train de lire ces temps-ci, qui est vraiment génial. Gros big up sur ce livre. Et sinon, pour les devs, ce que j'aimerais leur dire, c'est de rester à jour, quoi. C'est de rester à jour. Donc là, je vais faire la pub pour ma veille technique. Je fais une veille technique. Toutes les semaines, je partage ma veille technique sur les sujets JavaScript, programmation, architecture, etc. Et donc que ce soit sur la mienne ou une autre veille, c'est important pour les devs de se construire une veille avec des flux RSS, avec Reddit, avec des blogueurs influents pour ou des podcasts. Ou des podcasts, exactement. Top, je comprends complètement. Moi, c'est aussi, j'ai construit ce podcast effectivement pour faire ma veille, et c'est comme ça que ça s'est construit et que je le partage aussi. Donc, je suis carrément aligné. Top, merci beaucoup, Adrien. Merci, Bruno. Et j'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors moi, je suis plutôt espace. Je comprends pas trop les tabulations, mais ouais. Et je suis pas Coma First aussi. Je tenais à le dire. Très bien. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors j'ai pas mal de remerciements du coup à faire aujourd'hui parce qu'en fait ça fait longtemps que je les ai pas fait. J'aimerais remercier du coup Spindle qui a mis un commentaire sympa sur Apple Podcast en disant qu'il était en reconversion et que ce podcast l'accompagne au quotidien. Donc écoute, merci beaucoup d'écouter ce podcast et j'espère effectivement que dans cette process de reconversion qui est un processus courageux, en tout cas bravo à toi. Donc c'est top. Merci aussi à Magali qui trouve ce podcast inspirant, et sur Podcast Addict. Merci à Brahim qui a apprécié l'épisode avec j'ai oublié son prénom, mais sur les Impact Team. Ça lui donne envie de rejoindre ce genre d'entreprise et je le comprends. C'est vrai que c'est un type d'organisation qui fait plaisir à voir. Et sinon, je vous remercie tous de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous invite à mettre des commentaires sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, une mention sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn, sur les différentes plateformes où on est. Ça fera toujours plaisir. Et vous avez aussi bien évidemment la boutique et le Patreon du podcast si vous voulez participer, et le Discord si vous voulez rejoindre la communauté du podcast. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibear, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.